Bonjour, dans la série des présentations vidéo que j'ai réalisées, je vais vous présenter aujourd'hui un sujet qui nous concerne tous. Ce sujet porte sur la discrimination. J'ai intitulé cette présentation « Combattre le racisme par un Grenelle de la discrimination ». La France est une société multiculturelle où se côtoient noirs, blancs, arabes, musulmans, juifs, chrétiens et non-croyants. Ils font tous partie de la France. Indépendamment de leur couleur, de leur race et de leurs conditions sociales, ils aspirent tous à la même chose, celle de vivre dans la paix et la sécurité et travailler dans la dignité. Cette aspiration que nous avons tous en commun est, à mon sens, notre espoir et le seul facteur qui puisse nous permettre un jour de vivre harmonieusement ensemble par-delà nos différences. Cette aspiration que nous partageons en tant qu'être humain est beaucoup plus puissante que les préjugés et les haines qui nous séparent. C'est cette aspiration qui nous permettra de combattre cette pensée raciste bien connue qui, tient pour acquis que les différences entre groupes ethniques sont innées, 2, qui prétend diviser l'espèce humaine en groupes biologiques distincts, 3, qui s'oppose à une quelconque intégration sociale sous prétexte qu'une telle intégration va provoquer la dégénérescence en fait du groupe ethnique supérieur. Alors, cette pensée est une idéologie qui a connu son âge d'or au XVIIIe siècle, appelé, soit dit en passant, siècle des Lumières. D'éminents scientifiques et savants de l'époque ont soutenu et encouragé l'idée d'une inégalité entre les races. Les plus connus parmi ces scientifiques sont sans nul doute le scientifique suédois Carl von Linné et le naturaliste et mathématicien, un biologiste et écrivain français Comte de Buffon, de son vrai nom Georges Leclerc. Le suédois, donc Carl von Linné, s'est rendu célèbre par ses travaux sur l'appellation et la classification des êtres vivants. Ces travaux le conduisirent d'ailleurs à établir 4 races, les Européens, les Africains, les Amérindiens et les Asiatiques. Il décrivit les caractéristiques de chacune de ces races comparativement aux autres, et comme on pouvait naturellement s'y attendre, ces descriptions sont basées sur cette idée d'inégalité. Il écrivit ainsi que les Noirs sont rusés, indolents, négligents et gouvernés par des caprices, alors que les Européens, pour lui, sont pénétrants, inventifs et gouvernés par des lois. Alors, le comte de Buffon, quant à lui, va jusqu'à dire que le nègre est à l'homme ce que l'âne est au cheval. En référence, je suppose, à l'expression bien connue être bête comme un âne, qui est une expression qui est apparue, je crois bien, à la fin du XVe siècle, parce que l'âne, par métaphore, désigne une dupe, c'est-à-dire un être dénué de tout sens logique. L'homme noir serait alors dénué de tout sens logique. Alors, nous savons aujourd'hui que plusieurs générations de naturalistes ont été influencées par les théories de Buffon, à commencer par l'anglais Charles Darwin, connu pour sa théorie sur la sélection naturelle. Le propre cousin de Darwin, qui s'appelle Francis Galton, il défendra ce qui fut appelé le darwinisme social. Il s'agit d'une théorie qui envisage le perfectionnement des races par l'eugénisme, c'est-à-dire quelque chose qui prône purement et simplement l'extermination des malades incurables et des déficients mentaux pour les empêcher de se mélanger à la population dite saine. Alors, une race était donc considérée comme supérieure, la race blanche, qui devait donc être préservée de tout mélange et de tout croisement, et qui avait le droit de dominer les autres, mais notamment la race noire. Donc, ce qui est étonnant, c'est que cette théorie du XVIIIe siècle a été relayée par des scientifiques et écrivains du XIXe et du XXe siècle, au point qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, elle sert de fonds de commerce à des personnalités d'horizons divers
qu'elle soit politique, artiste ou autre personnalité publique. Des exemples ne manquent pas. Alors le plus connu, que les bons sens nous obligent d'ailleurs à citer en premier, c'est le cas du seul parti politique français qui s'affiche clairement dans cette voie. En effet, ce parti a failli voir son leader devenir président de la République française en 2002, n'eût été la création dans l'urgence contre ce parti d'une coalition nationale qui n'a d'ailleurs obtenu au final que 82% des suffrages. Donc, ce qui veut dire que presque un votant français sur 5, soit presque 20%, cultive encore cette idée d'une race supérieure. Alors, on peut citer par ailleurs beaucoup d'autres déclarations qui ont été tenues, à mon sens, à cause du mépris, de la haine, de la peur de l'autre, de la peur de l'étranger, même si les auteurs ont réfuté et continuent toujours de réfuter cette thèse. Alors, parmi cette déclaration à polémique, il y a le cas de ce ministre français qui a annoncé que la France ne peut pas accueillir toutes les misères du monde, en référence effectivement, évidemment, à la population immigrée. Que dire des propos d'un autre homme politique? D'abord, par rapport à l'équipe de France de football, qui était composée majoritairement de joueurs d'origine étrangère. Alors, il dit ceci: dans cette équipe, il y a 9 blacks sur 11. Donc, il y a 9 noirs sur 11. La normalité, c'est là qu'il y en ait 3 ou 4. Ce serait le reflet de la réalité, de la société. Alors, ce même homme politique qui s'en était pris aussi plus tard à des harkis lors d'un hommage à un ancien leader pied-noir. Donc, à propos de ces harkis, il disait quelque chose comme ceci: vous êtes allé avec les gaullistes, ils ont massacré les vôtres en Algérie, ils les ont égorgés comme des porcs. Vous faites partie de ces harkis, qui je me rappelle plus, qui ont vocation à être cocus jusqu'à la fin des temps. Vous êtes des sous-hommes, vous êtes des hommes sans honneur. Voici les propos qu'il a tenus. Alors, pour continuer dans le même sens, mais avec des personnalités non politiques, un chanteur français bien connu annonça sur une station de radio avoir scolarisé ses enfants hors de France afin de les protéger contre la langue arabe. Donc il dit ceci: alors, un jour, ton môme, il rentre à la maison et se met à parler rebeu. C'est pas possible. Le verlan encore, tout va bien, mais là, il n'y a pas de raison. Enfin, comme dernier exemple, un des plus célèbres parfumeurs au monde, pour justifier qu'il avait vraiment travaillé sur un nouveau produit, a tenu les propos suivants: pour une fois, je me suis mis à travailler comme un nègre. Je ne sais pas si les nègres ont toujours tellement travaillé, mais enfin, quelque chose comme ça. Alors, moi personnellement, je reste persuadé qu'une très grande partie de la population française ne partage pas ces idées. Et dans cette optique, c'est avec cette majorité qu'il faudra combattre la discrimination. Si nous tenons effectivement à notre aspiration, si nous tenons à nos rêves, à nos luttes et à nos espoirs. Au bout du compte, j'en viens à me poser 2 questions. Quel avenir souhaitons-nous forger pour nos enfants et nos petits-enfants? Et que voulons-nous léguer aux futures générations? Voilà des questions auxquelles il faut que nous répondions individuellement et collectivement. Pour ma part, je crois que pour combattre le racisme et réaliser notre humanité, il faut nécessairement la volonté de chacun. Car l'objectif est commun et nous concerne tous. Il n'est donc ni de la seule responsabilité des hommes politiques, ni de celle des scientifiques, ni même de celle des religions. Cette responsabilité nous incombe tous, qu'on soit hommes, femmes, noirs, blancs, juifs, arabes, riches, pauvres, croyants,
non-croyants, homosexuels, hétérosexuels, etc., etc., etc. Pour obtenir l'adhésion de tous, il me semble indispensable de mettre en place un Grenelle de la discrimination. Cette méthode, pourquoi je choisis cette méthode-là? Pour moi, cette méthode a fait ses preuves dans le cadre des mesures prises en faveur de l'environnement en France, et elle a été approuvée par près de 90% des Français. Pourquoi? Parce qu'elle repose sur une négociation multipartite. Elle est devenue une formidable marque de fabrique et surtout le symbole d'une démocratie participative. Dans le cadre de la lutte contre la discrimination, cette méthode devra réunir autour d'une même table l'État, les associations, les syndicats, les médias, les religions et surtout le peuple français. Le rôle de l'État devra se manifester en priorité au niveau de l'éducation de nos enfants. Nous savons tous que l'éducation des parents ne suffit plus toute seule à régler ces problèmes, à cause surtout de l'influence de l'environnement extérieur, comme les écoles ou les lieux d'activités diverses. Par conséquent, l'éducation des parents devra être renforcée par celle des enseignants. Et pour ce faire, le rôle de l'État consiste à faire en sorte que dans les écoles primaires, dans les collèges et dans les lycées, il y ait des enseignements spécifiques sur l'histoire du racisme, sur l'antisémitisme, sur la xénophobie et surtout sur la reconnaissance de la valeur des autres cultures. À mon avis, ceci permettra à nos enfants d'avoir un regard humain sur les autres cultures et à combattre individuellement leur peur de l'autre, de l'inconnu, et surtout à ne pas tomber dans l'ignorance à cause surtout des préjugés. Les religions peuvent également jouer un rôle très important dans cette lutte en mettant de côté leurs divergences sur les méthodes de pensée et en enseignant plus de tolérance à leurs croyants respectifs. Le rôle du peuple français est aussi important car l'éducation au sein de la famille me semble être le point de départ incontournable. Je ne partage pas l'avis de certains scientifiques qui prétendent que nous sommes tous un peu racistes par nature et que nous portons en nous les gènes du racisme. Je considère au contraire que nous ne sommes ni racistes ni antiracistes au départ. Nous devenons racistes par culture et c'est également par culture que nous devenons antiracistes. Ma conviction trouve ses fondements dans un seul et simple exemple. En France, l'école maternelle comporte 3 sections, classées, petite, moyenne et grande, en fonction de l'âge des enfants, bien sûr. Dans la petite section, les enfants d'environ 3 ans jouent et travaillent ensemble en toute innocence et en parfaite harmonie. C'est à partir de la moyenne section qu'ils commencent réellement à avoir la capacité à demander à leurs parents pourquoi certains parmi eux sont blancs et d'autres noirs. L'idéologie sociale de ces enfants quant à leur relation avec leurs petits amis ethniquement différents va commencer à se forger avec la réponse de leurs parents à cette question. Lorsqu'un enfant, à un moment donné, vient à dire qu'il n'aime pas telle ou telle communauté sur la base d'un critère religieux ou de couleur de peau, il est fort à parier que cette attitude lui a été soufflée. Alors, le rôle des médias. La responsabilité des médias est entièrement engagée dans la peur quotidienne de la population. La pauvreté et l'exclusion qui gangrènent de plus en plus notre société nourrissent des trafics en tout genre et des agressions à longueur de journée. Des règlements de comptes en pleine journée sont devenus monnaie courante. Et que dire de ces tueries de sang-froid d'innocentes victimes qui ont eu simplement la malchance de se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Ce qu'on a constaté, c'est que selon l'origine ethnique des victimes, les causes de ces agressions peuvent être complètement occultées par des médias et attribuées à des actes racistes, alimentant ainsi la peur de la population et entraînant de part et d'autre des condamnations, notamment politiques. L'issue d'une éventuelle poursuite judiciaire peut se trouver ainsi influencée au point quelquefois
de voir des homicides involontaires transformés en homicides volontaires. Afin d'éviter de telles injustices, les participants, la participation du Conseil supérieur de l'audiovisuel et aussi la participation des représentants de la presse écrite à ces Grenelles me semble indispensable également. Alors, le rôle des syndicats. Au niveau des entreprises, il est nécessaire que des vraies sanctions soient prises à l'encontre de toute personne reconnue coupable d'une discrimination raciale à l'embauche. Pour faciliter la mise en œuvre de telles sanctions, l'adhésion des syndicats doit être totale. Alors, le rôle des associations. Il existe des associations, il existe des mouvements associatifs, comme le MRAP, Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. Il y a la LICRA, Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Il y a SOS Racisme que tout le monde connaît. Le CRAN, le Conseil représentatif des associations noires de France. Alors, il y a aussi l'Union des étudiants juifs de France, etc. Ces mouvements associatifs, ils travaillent énormément. Et ils ont besoin d'être soutenus. Ils doivent jouer un rôle important dans ce Grenelle. Mais personnellement, il me semble qu'ils ne peuvent jouer ce rôle que dans le cadre en fait, d'une union et pas dans un ordre dispersé où chacun serait là pour défendre sa propre cause. Malgré le travail énorme qu'ils effectuent, ces mouvements associatifs, j'ai personnellement beaucoup de réserves quant à la pertinence et à l'efficacité de leurs actions. Il me semble donc qu'ils seront plus efficaces dans le cadre d'un seul et unique mouvement qui doit lutter contre toutes sortes de discriminations, sans distinction, ni des races, ni des couleurs. Parce que, pourquoi faut-il qu'il y ait une association pour défendre les juifs sur la base d'un critère religieux, une autre pour défendre les noirs sur la base d'un critère de couleur, alors que leur ennemi est commun et s'appelle simplement raciste? Alors, cette attitude du chacun pour soi va jusqu'à provoquer quelquefois une confrontation entre les communautés qui sont vraiment discriminées. Car certains se sentent moins protégés que d'autres par des discours, notamment politiques, donc par la loi. À chaque fois qu'il y a une agression physique, qu'elle soit raciste ou pas, dans ce pays. Je propose donc une fusion de tous ces mouvements associatifs au sein d'une seule et unique entité, qui, à mon avis, doit remplacer l'institution française actuelle, nommée la HALD, c'est-à-dire la Haute Autorité de lutte contre la discrimination et pour l'égalité. Au niveau organisationnel, cette nouvelle entité, cette nouvelle autorité devra être structurée autour de plusieurs courants et devra avoir un bureau national comme instance de décision. Les différents courants seront des comités de défense des Juifs, comités de défense des Noirs, des Arabes, des homosexuels, etc., etc. Le bureau national de cette autorité devra être composé à parts égales par les membres des différents comités. Les membres de chaque comité devront être élus par leurs propres militants. Alors, les sources de revenus seront composées ou devront être composées d'une cotisation des membres et de subventions diverses, dont celle de l'État, qui devra, à mon avis, être votée tous les ans. Afin d'éviter des malversations, les comptes doivent être audités tous les ans par le ministère en charge des Affaires sociales et par la Cour des comptes. Alors, enfin, l'élément le plus important, c'est l'indépendance de cette nouvelle entité. Elle ne doit dépendre d'aucun parti politique, afin d'éviter les problèmes de malversation financière en tout genre que nous avons connus avec certaines associations à cause de leurs liens, surtout avec les partis politiques. En mettant en place une telle structure, les Juifs se battront pour protéger les musulmans, qui se battront pour protéger les chrétiens, et tout le monde se battra contre toute forme de discrimination. Là, nous avons vraiment fait un pas sincère et humain pour lutter contre le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie et toute autre forme de discrimination, y compris des comportements victimaires qui peuvent alimenter le mépris, la haine et la peur de l'étranger ou la peur face à une conviction religieuse.
Alors, je vous remercie d'avoir pris le temps de suivre cette présentation et j'espère qu'elle aura suscité chez vous, dans votre quotidien, des envies de briser ce fléau, de participer à la construction d'une France meilleure, d'une France en cohérence avec sa tradition, sa culture et ses valeurs. Je vous remercie.